Ce qui a sauté, c'est le sucré. Il ne reste que le salé, ce qui rend la potion plus amère. Commentaire de votre collègue député PS, Arthur Delaporte. Vous partagez ce sentiment, Jérôme Gage? Évidemment, parce que, d'ailleurs, Patrick Cohen vient de le mentionner, la censure de 6 dispositions qui étaient présentées un petit peu comme la compensation de la mesure dure, l'allongement des 2 années, déséquilibre totalement la réforme aujourd'hui. Et maintenant, je me place sur le terrain politique. Aujourd'hui, il faut continuer la mobilisation. Et la première étape, c'est de demander au président de la République d'avoir la sagesse qui avait été celle de Jacques Chirac sur le contrat de première embauche. Après que le Conseil constitutionnel ait validé, il avait eu la sagesse de ne pas promulguer la loi. Il l'avait promulguée. Oui, alors, de promulguer et après de ne pas l'appliquer. Il a fait une adresse à la nation pour dire je vais promulguer, mais on va mettre le truc en place. C'est pas du tout l'intention du président qui dit qu'il pourrait la promulguer dans les 48 heures. Mais vous savez, on va continuer, dans les 15 jours, on va continuer la mobilisation juridique. On écrit au président de la République pour lui demander, en application de la Constitution, de l'article 10, une nouvelle délibération des parlementaires, qui d'ailleurs ne serait pas une nouvelle délibération, puisque ce serait la première fois qu'on ait à se prononcer sur le texte. Je veux revenir une seconde quand même sur le contenu de la décision du Conseil constitutionnel, parce que moi je suis un républicain, j'espère, conséquent, attaché à l'état de droit, donc je ne remets pas en cause la décision. Mais il y a quand même 2 analyses qui sont très problématiques. Vous l'avez mentionné, le fait d'avoir validé le recours à un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif. C'était le cœur des arguments qu'on a défendus. Moi, je suis allé avec d'autres plaider devant le Conseil. Elle était baroque, quoi. Elle est totalement baroque. C'était la première fois que le Conseil constitutionnel était saisi sur le recours sur une réforme aussi importante. Et là, de manière assez légère, en tous les cas dans l'argumentaire, il a dit on peut le faire. Et donc, du coup, ça crée un précédent. Ça veut dire que demain, par exemple, on pourrait légiférer sur la fin de vie dans un PLFSS rectificatif. Non, c'est pas. Non, mais parce que ça a un impact. J'ai l'argumentaire du Conseil constitutionnel sous les yeux et j'étais sur place. L'argumentaire du Conseil constitutionnel, c'est toutes les mesures qui sont validées rentrent dans le code de la sécurité sociale. Oui, et c'est un critère simple. L'index senior et le contrat de travail senior, ça ne rentre pas dans le code de la sécurité sociale, donc ça n'a rien à y faire. En revanche, le reste, effectivement, le report de l'âge, ça rentre dans le code de la sécurité sociale. Mais on peut avoir des réformes d'ampleur de la sécurité sociale qui rentrent dans le code de la Sécu, mais pour lequel le débat démocratique, regardez, toutes les précédentes réformes des retraites ont été faites en utilisant une loi ordinaire. Oui. Et puis, le deuxième argument qui a été balayé un peu vite d'un revers de la main, c'est sur la clarté et la sincérité des débats. On avait beaucoup alerté, vous-même sur ce plateau, vous aviez interpellé la Première ministre Elisabeth Borne en lui disant, mais vous savez, sur les 1 200 € de pension minimale, il n'y avait pas de données dans l'étude d'impact et il a fallu qu'on aille les chercher chez d'autres. Moi, personnellement, les chercher. Et je vous lis le considérant du Conseil constitutionnel. Il dit « Les circonstances que certains ministres auraient délivrées à l'Assemblée nationale ou dans les médias des estimations initialement erronées sur le montant des pensions, etc. et sans incidence sur la procédure d'adoption. » Ça veut donc dire qu'un ministre, dans l'Assemblée nationale, il peut donner des chiffres initialement erronés et que ça n'a pas de conséquences sur la clarté et la sincérité des débats. Et ça, je trouve que c'est aussi problématique sur la place du travail parlementaire, a fortiori dans un moment où il y a une majorité relative et que le centre de gravité de la vie politique s'est redéplacé du côté du Parlement. Cette procédure, vous l'aviez vous-même qualifiée de baroque. Et est-ce que vraiment tous les arguments juridiques étaient présents pour que cette loi soit retoquée ? La réponse est oui. Mais plusieurs interprétations étaient possibles. Si vous voulez, le droit, ce n'est pas des mathématiques. Et donc, vous pouvez avoir sur une même vision plusieurs interprétations possibles. La réalité, c'est qu'on n'avait pas assez de recul. Comme vous l'avez bien dit, la réforme des retraites par PLFSS, il n'y avait personne qui avait essayé avant ça. Et donc, ce faisant, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est impossible ? Est-ce que c'est un détournement de procédure ? Parce que ce véhicule législatif, avec tous ces outils de rationalisation, n'est pas fait pour ça ? Ou est-ce que c'est malgré tout possible dès lors qu'en effet, les dispositions sont présentes dans le PLFSS ? Oui, c'est pas illégal en quelque sorte ? C'est pas inconstitutionnel. En revanche, on peut en effet interroger la pertinence de la chose. Et c'est vrai que cette décision, elle est étonnante et en même temps pas étonnante. On s'attendait quand même à ce que pour des raisons, je dirais, d'équilibre du texte, il n'y ait pas de censure totale. En revanche, on s'attendait, et là je rejoins monsieur le député, à de sévères réserves d'interprétation. Parce que face à une telle procédure baroque, même si le Conseil ne censure pas,
on s'attendait à ce qu'il envoie quelques scuds, à ce qu'il dise au gouvernement « Attention, la prochaine réforme des retraites, vous n'allez pas la faire comme ça. Attention, la prochaine réforme des retraites, il va falloir... » Ou de l'assurance maladie, ou de tout dispositif il ne faudra pas faire usage. Exactement. Or là, ça va faire jurisprudence. Alors, est-ce que ça va faire jurisprudence? Alors, on a en effet une censure sévère des cavaliers sociaux. Cette censure notamment l'index senior. Exactement. Y compris d'un article dont vous n'avez même pas demandé la suppression, l'article 6. C'est ça. Donc, je pas dans votre cas. L'article 6, celui relatif au recouvrement de Agirc Arrco, oui, mais alors, on va se le dire sincèrement, c'était une mesure très très mineure. Oui, mais le Conseil constitutionnel est allé au-delà de ce que vous demandez. Oui, parce que c'était. Et malgré tout, cette censure large montre que le Conseil sur les cavaliers sociaux se veut un petit peu un réel garde-fou. Et donc, que ce faisant, si demain vous aviez de nouveau ce type de velléité, il faudrait faire extrêmement attention à ce que vous mettez dedans. Ce qui est intéressant sur les cavaliers sociaux, si je peux me permettre, c'est que moi je m'étais procuré l'avis du Conseil d'État qui n'avait pas été rendu public, et le Conseil d'État avait déjà dit au gouvernement retirer ces 4 dispositions parce qu'elles n'ont pas leur place dans un PLFSS, et le gouvernement avait fait le choix délibéré de les maintenir pour continuer la communication qui était de dire c'est des mesures de compensation, et donc il avait pris le risque assumé qu'elles soient censurées et qu'on ait le déséquilibre que j'ai mentionné tout à l'heure. L'index senior, c'était évident depuis le départ que ça allait être censuré. Il n'y avait aucun constitutionnaliste conséquent qui vous aurait dit cette chose va passer le Conseil constitutionnel. Personne ne pensait qu'il y aurait une validation totale de cette loi. Donc là, en effet, il y a eu l'introduction de dispositions dont on connaissait très très bien le futur. Mais est-ce que c'est une décision juridique ou politique? J'imagine votre réponse, Jérôme Guedj, Benjamin Morel, et vous pourrez quand même la compléter. Un peu des deux. C'est-à-dire que juridiquement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait des fondements pour valider ou ne pas valider cette loi. Si vous m'aviez demandé de vous pondre 20 pages pour valider cette loi ou pour s'y opposer, c'était juridiquement possible de construire des argumentaires. Donc forcément... À la fin, il y a une affaire d'interprétation. Et l'interprétation, elle n'est pas forcément politicienne. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne s'agit pas de compter les membres de droite et de gauche. Elle tient compte du contexte politique et de l'impact politique de la décision. La censure totale, c'était une bombe à fragmentation lancée au-dessus de l'Élysée. Et donc, ce faisant, on peut comprendre que ce type de considération est poussé de Conseil plutôt vers une interprétation que vers une autre. Est-ce que pour autant la décision du Conseil constitutionnel montre qu'il est plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du peuple souverain? C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon ce soir. Vous savez, si le Conseil constitutionnel ce soir avait censuré et donné quitus, crédit à nos arguments, j'aurais tressé les louanges du Conseil constitutionnel. Et donc moi, je ne vais pas sur le terrain de la contestation d'une institution qui participe de l'état de droit et qui est un outil de régulation. On peut discuter de sa composition, etc. Donc ce n'est pas le terrain sur lequel j'ai envie d'aller. J'ai plutôt envie de citer Robert Badinter, qui disait « Toute loi anticonstitutionnelle est nécessairement mauvaise, mais toute loi mauvaise n'est pas nécessairement anticonstitutionnelle. » Ça veut dire que cette loi, voilà, elle peut être valide au regard de la Constitution, mais on peut continuer à la trouver injuste, inutile, et donc à être légitime à continuer à la combattre par tous les moyens juridiques. Je vous ai mentionné celui qu'on a activé, je vous en donne un peu en primeur aussi. Avec le groupe socialiste, nous allons, si la loi est promulguée, je continue à espérer que le président ait un peu de sagesse, déposer... Il est obligé de la promulguer. Non, mais il sera promulgué. Il est obligé, Benjamin Ah oui, alors il faut voir que ne pas promulguer une loi, ça serait le retour du droit à ne pas sanctionner une loi, au droit de veto royal. Donc même dans l'opposition, aujourd'hui, on peut espérer que cette loi soit promulguée, sinon ça donne un pouvoir extraordinaire au président de la République. Néanmoins, le CPE, il demande, Chirac à l'époque, de ne pas prendre les décrets d'application. Donc, ça pourrait vous avez compris l'idée. Donc si d'aventure il va au bout du processus, nous déposerons avec le groupe socialiste, le texte est prêt, une proposition de loi portant abrogation de l'article 7 fixant l'allongement des 2 années supplémentaires pour que le débat revienne le plus tôt possible dans le cadre d'une niche parlementaire et que le Parlement, vous avez bien vu que c'est pas passé loin sur le 49.3 et que cette disposition, peut-être qu'encore aujourd'hui, au regard de la mobilisation qui continue dans le pays, voilà, donc nous on ne va pas abandonner le combat juridique et dans le même temps, il faut que la mobilisation sociale... On va y venir dans un instant. Oui, parce qu'il y avait de la mobilisation ce soir. J'avance sans doute un peu sur le programme de l'émission, mais tout de même, dans la décision sur le RIP, le Conseil envoie de très bons signes en faveur du prochain RIP. Et donc, ce faisant, même si ce n'est pas encore fait, même s'il faut être extrêmement prudent, l'affaire n'est peut-être pas finie de ce côté-là. Cette décision, elle va relancer la mobilisation qui était un peu plus molle ces derniers jours? Ce qui est certain, c'est que la validation juridique n'éteint en rien la crise politique et sociale qui subsiste. Parce que
dans les profondeurs du pays. Alors peut-être qu'il y a moins de gens qui participent aux mobilisations, mais 12 journées de mobilisation pour les salariés qui y participent, c'est autant de journées non payées. Mais on voit bien que l'adhésion si vous me permettez l'expression, au rejet de la réforme reste à peu près identique dans toutes les enquêtes d'opinion et que donc ça laissera des traces dans le fonctionnement politique, dans la vie sociale, accessoirement dans le fonctionnement parlementaire, parce qu'aujourd'hui, Elisabeth Borne, la malheureuse, on lui demande d'élargir sa majorité, mais elle ne peut pas y parvenir. Elle déclare ce soir qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu après la décision du Conseil. Je pense que c'est tout à son honneur de faire profil bas, parce que dans toute la période, quand même, ça a été pas très glorieux. Donc la mobilisation, elle va, j'en suis convaincu, emprunter d'autres formes. Ce qui est important, c'est que le rejet de la réforme subsiste. Si demain, le référendum d'initiative partagée est validé, nous pourrons donc lancer une campagne d'adhésion et donc de sensibilisation, de mobilisation avec un objectif qui est celui de pouvoir organiser ce référendum. Il faudra recueillir 4 900 000 signatures. Ça, vous avez bon espoir de les rassembler ? C'est, je pense, la bonne manière de continuer avec l'appui de l'intersyndicale, avec les associations, avec les partis politiques, puis surtout avec tous les citoyens qui ont envie d'une chose. C'est que ce texte, tout à l'heure, vous avez dit voté par le Parlement. C'est un peu court comme expression. Adopté par le Parlement. Il a été adopté de fait, mais en tous les cas, moi, j'ai jamais eu l'occasion de me prononcer, même sur les conclusions de la commission mixte paritaire. Et donc, en dernier recours, c'est pour ça qu'on propose le référendum d'initiative partagée, on en revient au juge de paix qui est le peuple. Et en tout dernier recours, parce que moi, je m'inscris aussi dans un temps long, c'est que ça deviendra aussi un sujet des prochains rendez-vous législatifs. Et donc, l'alternance que nous souhaitons construire, elle aura comme postulat numéro 1 que nous reviendrons à minima à la retraite à 62 ans. Parce que dans l'esprit, dans le cœur des gens, vous savez, à partir du mois de septembre et d'octobre, il y a des gens pour lesquels il va falloir commencer à travailler 3 mois, 6 mois de plus. Donc, elle va vivre si elle est appliquée, et donc il faudra qu'on entretienne cette rancœur et qu'on la canalise dans une alternance démocratique. Si la première version du RIP a été retoquée, c'est parce qu'elle était écrite avec les pieds, c'est ce que vous avez déclaré. En quoi la deuxième version sur laquelle le Conseil devra se décider le 3 mai est mieux rédigée et permet une possible validation ? Il y a 2 éléments. D'abord, il faut comprendre que le référendum d'initiative partagée a été construit, pensé pour ne jamais être utilisé. Et donc, pour qu'on ne l'utilise jamais, on a dit, il faut que le texte porte sur quelque chose qui n'a pas été promulgué depuis moins d'1 an. C'est bizarre, en Italie, vous avez besoin de 500 000 signatures et pas de 4,9 millions, et c'est justement des référendums veto sur des lois qui viennent d'être adoptées. Mais là, on a mis cette procédure baroque, mais quand même, le Conseil constitutionnel a été assez intelligent dans sa décision sur ADP. Il a dit, dès le moment où on me soumet un RIP, je prends comme date, non pas la date où je délibère ou la date postérieure, mais la date où je suis saisi, la date de dépôt. Et donc, ce faisant, sur quoi il s'est basé aujourd'hui ? Exactement, il s'est basé sur l'état du droit le jour où il a été saisi. Et donc, là, on a un premier élément, c'est-à-dire qu'en effet, le RIP était une redite. Dans la nouvelle version qui est proposée, il y a des éléments qui sont des éléments d'allitération. C'est-à-dire que, déjà, l'état du droit ne sera pas le même si la loi est promulguée. Et puis ensuite, il y a un nouvel article qui porte notamment sur la CSG. C'est pas grand-chose, c'est pas l'essentiel, mais malgré tout, ça permet d'apporter une nuance, d'apporter une variation à l'état du droit. Et donc, si on en croit la décision d'aujourd'hui, de faire entrer la chose dans les clous. Bon. Le gouvernement a été brutal avec cette réforme. On a été obligé d'être très inventif pour essayer de la contester. Oui. Donc on espère que cette deuxième rédaction pourra être approuvée par le Conseil. Mais il faut voir que ce n'est pas gagné après, parce qu'évidemment, il y a 4 800 000 signatures, je disais 500 000 en Italie, et ensuite, une fois que vous les avez, c'est pas gagné. Voilà. C'est-à-dire que ensuite, c'est plus contraignant que ça. C'est plus contraignant que ça. Il faut que le Parlement ne délibère pas pendant 6 mois, refuse d'examiner la réforme. En soi, ça voudrait dire que le président accepte l'idée d'un référendum. Et là, il va y avoir 2 choix. Soit le président accepte l'idée d'un référendum, ce qui évidemment peut induire des problèmes à la fois économiques, etc., et des problèmes de stabilité pour lui, ou bien il décide de soumettre le texte au Parlement, auquel cas, ça signifierait creuser quand même la crise démocratique. Oui, on imagine mal Emmanuel Macron refuser un référendum s'il y a vraiment près de 5 millions de signatures. Exactement. En fait, le RIP nous offre une manière de poursuivre la mobilisation en lui offrant un débouché institutionnel. Et c'est vrai que c'est compliqué à ce moment-là. Regardez ce qui s'était passé sur Aéroport de Paris, sur un sujet quand même plus ténu. 1 million de signatures. Et la réforme a été abandonnée, à la fois parce qu'il y avait déjà 1 million de signatures, et pas aussi parce que le contexte économique n'était pas favorable à l'époque pour une privatisation d'Aéroport de Paris. Mais cette mobilisation avait quand même créé un rapport de force
La politique, c'est du rapport de force dans le cadre démocratique et cet outil nous permet de le faire. Jérôme Guedj, Emmanuel Macron a annoncé vouloir recevoir mardi les syndicats dans un esprit de concorde. Ils ont déjà répondu qu'ils n'iront pas à ce rendez-vous. Aujourd'hui, pour les syndicats, c'est une main tendue beaucoup trop tôt. Mais dans l'absolu, elle arrive beaucoup trop tard, selon vous ? Depuis le début du processus, la main tendue consistait à dire « je vais faire une réforme, je concerte avec vous, mais le cœur de la réforme ne peut pas être discuté ». Donc, vous voyez bien qu'il y avait une sorte d'hypocrisie originelle et qu'aujourd'hui, le gouvernement qui voudrait très vite effacer les traumatismes de cette réforme veut proposer des objets de négociation. Mais je vois mal l'intersyndicale, dont je veux vraiment saluer la cohésion et la cohérence de bout en bout sur la réforme, venir absoudre, si j'ose dire, le gouvernement et commencer à engager des discussions qui, par ailleurs, sont utiles et nécessaires sur un certain nombre de sujets. Quand je vois le président de la République qui dit, ou la première ministre qui dit qu'il faut qu'on avance sur les sujets relatifs à l'usure professionnelle, c'était précisément un des enjeux de cette réforme qui n'a pas été traité. Moi, je préfère parler de pénibilité. La question de l'emploi des seniors, elle n'a été traitée que par le petit bout de la lorgnette en créant cet index senior, alors que si on s'était vraiment attelé à augmenter le taux d'emploi des seniors en France pour atteindre celui, par exemple, existant en Allemagne, on n'aurait pas eu besoin de faire une réforme des retraites parce qu'on aurait équilibré mécaniquement le régime. Donc je vois mal les syndicats venir comme ça, rediscuter comme si de rien n'était. Et je crois que leur détermination sera utile pour continuer le rapport de force. Benjamin Morel. Pour conclure, avancer, mais avancer sur quoi peut-être, mais également avec quelle majorité. Et je crois que c'est l'un des faits quand même qu'il faut avoir en tête. Il n'y a plus de majorité aujourd'hui. L'intergroupe ensemble n'existe quasiment plus. Vous avez des propositions de loi Horizon qui sont rejetées par Renaissance, etc. Et il s'est passé quelque chose, on parlait du RIP. Et je disais tout à l'heure, le RIP a été créé, pensé pour ne jamais être utilisé. Il y a une deuxième disposition qui a été pensée pour ne jamais être utilisée. C'est le contrôle des nominations du président de la République. On était persuadé que ça ne servirait jamais, que jamais le Parlement ne refuserait la nomination du président de la République. Il y a une nomination qui a été rejetée. Il y a 2 jours, le président de la 2ME, en effet, a été retoqué par le Parlement. Ça, c'est nouveau et c'est très, très symptomatique. Aujourd'hui, Emmanuel Macron ne tient pas le Parlement. Le président a très, très peu de pouvoir, en réalité, à part des pouvoirs d'exception. S'il n'a pas de majorité parlementaire derrière lui, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, je vous confirme, et l'ambiance est assez intenable, même sur des textes anodins. Hier, on débattait d'un texte sur le vieillissement de la population, et on avait un gouvernement largement à la ramasse. Oui, c'était un peu étonnant d'avoir glissé un texte sur le bien vieillir, alors que la réforme des retraites va l'affecter. Ah oui, avec Laurent Garcia, j'ai vu. Exactement.